Bonsoir Jean-Pascal. Comment ça va? Bonjour, ça va bien Mélissa et toi? Ça fait plaisir Très de te bien, très bien. revoir. Alors, je suis avec Jean-Pascal Roupi. Jean-Pascal, tu t'intéresses à l'égyptologie, à l'ancienne Égypte, à l'archéologie en général, à l'ancien monde. Est-ce que tu peux me parler de comment tu es arrivé à être passionné de l'Égypte ancienne en particulier, de l'ancien monde? Comment ça a commencé pour toi? Oh alors, si on donne la version longue, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père maternel qui était féru d'histoire, plutôt moderne, il était militaire, donc j'ai beaucoup entendu parler des deux premières guerres mondiales ou de Napoléon, surtout qu'il habitait pas loin de Waterloo. Et d'avoir un père qui aussi s'intéressait à l'histoire de manière générale et où toutes les anecdotes qu'il racontait quand on était à table, bon, quand on était petit, il ne nous racontait pas des trucs trop bizarres qu'on ne raconte pas à l'école des bêtises, hein, mais je me rappelle, par exemple, il nous racontait que les pharaons faisaient des pyramides comme des gigantesques tombeaux et qu'ils ont arrêté de les faire parce que ça se voyait de loin et que c'était rapidement pillé. Hein, donc c'était pas de l'archéologie interdite. Mais comme ça, dès la plus tendre enfance, mon frère et moi, on entendait à table le père ou le grand-père qui racontait des histoires. Il y a aussi le fait que, comme on est belge, on a grandi avec ce genre de lecture. Ah, bien sûr, Hergé. Ça, c'est Edgar Paul Jacob, Ah, c'est Black et pardon, oui. Mortimer. Oui, oui. Montre-moi, montre-moi. Ah Voilà, oui, là, je commence. Edgar Là, je Paul vois ça. Jacob, Ah, le mystère de la Grande Pirate. Ah, d'accord, d'accord. Oui. qui est extrêmement bien inspiré des dessins d'Égypte. La première page reprend l'histoire telle qu'on enseigne à Ah oui. l'école, de l'histoire des pharaons. Il y a toute la description de la Grande Pyramide. Hein, on n'a pas découvert grand-chose depuis cette époque, en termes de pièces, hein, je veux dire. Il y a les couloirs d'aération, il y a le Big Void, etc. depuis lors, mais c'était déjà très complet pour une bande dessinée, pour des gamins. Et puis, comme tu l'as dit, il y a Hergé, Ouais. qui s'est beaucoup inspiré de tout ce qu'on voyait dans les musées en Belgique. Pour reprendre ses dessins, l'oreille cassée, c'est une statuette mésoaméricaine que l'on trouve à Bruxelles, dans le musée d'histoire naturelle. Donc, j'ai été comme ça familialement et culturellement drillé à m'intéresser à toute une série de choses sur le passé, Astérix, toutes les histoires de Moyen-Âge. On a énormément de châteaux. La Belgique est le pays où il y a le plus de châteaux au monde par kilomètre carré, par exemple. Ah oui. Il faut le savoir. Quand je rentre en Belgique avec la famille, on loue toujours dans une zone différente, pas très loin de chez mes parents, parce qu'on va les voir. Et à chaque fois, on découvre des tumulus, des châteaux de toute époque, les chaussées romaines. Bon, la Belgique est un carrefour de l'Europe, donc Oui. les gens venaient se battre là-bas. Ouais, Donc il y a ouais. beaucoup, il y a beaucoup de traces et tout ça, c'est stimulant. Et tu Euh, viens d'où en Belgique? alors, moi, je suis né à Charleroi. J'habite dans le Hainaut, la province euh, où il y a Charleroi. Mes parents habitent pas très loin de là-bas. Mes parents qui sont originaires de Bruxelles et de Liège, donc oui, je me sens plus belge que Carolo, on dira. Carolo, c'est Carolo-Régien, habitant de Charleroi. C'est vrai que si je précise pas, ça peut être difficile à comprendre. D'accord, d'accord. Bien Mais ça. c'est incroyable l'effet de toutes ces choses euh, quand on est jeune, quand on est enfant. Alors, ces Mm. histoires, visiter un château, visiter un site ancien, que ce soit mégalithique ou un château, et ces histoires, les bandes dessinées aussi à la télé qui nous ont influencés. Alors, moi, je me rappelle, j'avais aussi beaucoup de livres comme ça qui étaient basés
dans l'histoire ancienne. Et puis aussi, c'était, comment ça s'appelait à la télé, La Cité d'Or. Oui, Est-ce que tu as regardé ça? oui, bien sûr, bien Ouais, sûr. j'ai bien Ça aimé ça. contribuait à entraîner forcément la curiosité sur le sujet. C'est surtout les cités d'or qui m'ont fait découvrir les Incas. Ah oui, Je- parce je- qu'à chaque fois, ils avaient la petite vignette, le petit Mhm. documentaire à la fin. Ouais, ouais. Le truc qu'on supportait pas quand on était gosse et puis qu'on regardait avec plaisir quand on revoyait les dessins animés à 20 ans. Oui. Exactement. Moi, ce que j'adore, j'ai regardé quand mes enfants étaient petits un petit peu cette série et c'est les Olmecs, ils les montrent comme comme ils viennent de la planète Mars ou quelque chose. C'est pas du tout. Ouais, c'est très libre en l'esprit. C'est très libre, mais c'est hyper intéressant. Ouais, Parce ouais, que ouais. tu Parce vois, que ça, bon, il y a l'excuse de la fiction, mais ce oui, genre de sujet était beaucoup plus facilement abordable dans les années 80. Tu avais la série avec les jumeaux qui viennent de décéder il y a 1 an ou 2, là, Bogdanov, je crois, qui abordait ce genre de thématiques, comme les ouais, extraterrestres, par exemple, à des heures de grande audience. Ce qui se fait plus maintenant, ou alors c'est dans des chaînes spécialisées, si tu la regardes, c'est tu es vrai, catalogué. c'est vrai. Euh, et à l'époque, c'était beaucoup plus ouvert, mais tu vois que tu fais quand même pas mal de liens entre toutes les théories avec les anciens astronautes dont ils s'inspirent. Il y a aussi le fait que culturellement, autant en Europe occidentale, le sujet extraterrestre est extrêmement mal vu, est catalogué recta. Aux États-Unis, c'est déjà beaucoup plus ouvert. Tu le C'est vois vrai. d'ailleurs quand il y a des séries comme Alien Theory. Bon, ils ont le droit d'y croire, ils passent pas pour des hurluberlus pour autant d'un point de vue d'un public américain. Mais si tu vas au sud de l'Amérique, c'est là où tu as le plus grand nombre de témoignages d'OVNI, ça fait partie de la culture et ils s'en inquiètent pas plus que ça. Tandis que chez nous, si tu fais référence à ça, c'est d'ailleurs une thématique qui m'intéresse, que j'aimerais creuser dans mes Ah, et puis en conférences. plus, alors j'ai oublié de dire, tu es psychiatre, mais ça me fait penser aux faits, aux histoires des fées qui enlèvent les enfants, surtout dans les bois. Bon, c'est des histoires qui ont disparu, je crois, un petit peu, mais il y a 100 ans ou plus, il y avait des histoires, beaucoup d'histoires. Moi, je suis en Irlande, il y a beaucoup d'histoires Mhm. de fées qui enlevaient les enfants et ces enfants revenaient, disons, ils avaient l'impression de revenir un jour plus tard ou quelques heures plus tard et ils revenaient en fait et c'était 50 ans avaient passé ou quelque chose comme ça. Et c'est très similaire à ces histoires d'ovnis, d'enlèvement, tout ça. Mais ouais, je Mhm. sais pas ce qu'on t'en pense en tant que médecin. Euh, Bon, beaucoup envie bonne d'explorer question. ça. Je dirais que mais c'est intéressant parce que ça nous dévie de comment est-ce que je m'intéresse aux hypothèses de l'histoire élargie, mais c'est pas grave, j'aime bien faire des sauts comme ça. Euh, le médecin, il y a le fantasme entre la folie et le psychiatre. Pour moi, le psychiatre ne s'occupe pas de la folie. Le psychiatre s'occupe de la souffrance psychique. Certaines formes de souffrance psychique peuvent s'accompagner de délires que les gens vont associer à de la folie, ok. Mais il n'y a pas de diagnostic, tu n'as pas de critères pour dire ça, c'est la folie. Le mot fou n'existe pas dans les livres de diagnostic, genre SIM10, DSM-4, etc. Il y a une exception, la folie à deux, mais c'est quelque chose d'un petit peu poétique, je dirais. Donc, par rapport aux ovnis, il faut voir si les gens en souffrent ou pas. Après, même dans l'hypothèse où il y a vraiment un ovni qui passe, tu le vois vraiment, tu peux en souffrir parce que t'en fais quoi? Si t'en parles, t'es ostracisé. Et si t'en parles pas, tu dois vivre avec tout seul. Donc, Et en dans ce cas-là, oui, peut-être qu'un psy ouvert d'esprit pourrait partager avec toi pour dire bon, comment gérer ça. Après, il faut que le gars soit ouvert d'esprit, ce qui n'est pas toujours le c'est cas. vrai, c'est vrai. Et en plus, selon certaines histoires,
il y a des expériences, enfin, ils soumettent leurs victimes à des expériences, ils leur font des choses avec des aiguilles et tout ça. Donc, ouais, j'imagine que c'est pas évident, je sais pas. Mais si on retourne à ton enfance et comment tu as développé ton intérêt pour le monde ancien. Il y avait cet intérêt familial, culturel. Comme j'aimais ça, j'étais bon à l'école, donc c'est un bon renforcement positif. Quand je tapais des scores dans certaines matières, comme l'histoire, ou le latin pour le côté historique, parce que le côté traduction, j'étais vraiment une quille. Euh, donc oui, ça m'a plu. Et puis, arrivé à l'heure des choix professionnels, c'est vrai que si j'avais fait l'archéologie ou l'histoire, j'aurais eu beaucoup plus de facilité à réussir parce que c'était un domaine qui me passionnait. Mhm. Mais j'ai pas pu choisir ça parce que ça me passionnait. Je voulais pas le pourrir par le côté profession et surtout le fait que tu étais obligé de te spécialiser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire en général. Ah, C'est pas d'étudier les poteries d'une telle époque ou d'être spécialisé des maîtresses de Louis XIV ou un truc comme ouais, ça. Et puis les débouchés. Être prof, pour moi, à l'époque, c'était comme rester à l'école. ah oui. C'était une manière de pas grandir. Donc, je voyais pas ça comme débouché. Puis, aller creuser le sol ou travailler dans un musée, ça me bottait pas plus que ça non plus. Parce que, aussi noble soit-il, bon, déjà, j'avais le rhume des foins, donc aller travailler dans la poussière, c'était moyen, ou à l'extérieur. Et puis, non, je voyais pas une carrière Oui. intéressante avec ce genre de métier. Peut-être à tort, hein, j'avais 18 ans. Oui, mais Euh, bon, il y a beaucoup de pression à cet âge-là pour choisir quelque chose. Et on peut suivre son cœur, ou alors on peut. Bon, c'est quand même suivre son cœur, mais on peut faire une décision un petit peu plus différente et après on reste avec. Quoi. Ben oui, bon, et puis j'adore l'histoire. Ouais. C'est une passion depuis tout le temps. Si je fais ces conférences ou si j'organise ces journées de conférences, c'est pour garder un pied actif dedans. Parce que si je le fais pas, j'ai beaucoup d'autres passions. Et c'est vrai que autant j'ai mis l'histoire et l'archéologie de côté en tant que futur professionnel possible, pour les raisons que j'ai exposées, autant je me posais la question, est-ce que je fais un truc d'artistique? J'adorais le théâtre à l'époque, je me débrouillais en dessin. Ou est-ce que je faisais des études de raison, on va dire, quelque chose où tu es sûr que ça paye. Parce que c'est vrai que dans l'art, enfin, bon, allez, disons, quel que soit ton talent, il y a beaucoup de chances qui va faire que tu vas arriver à faire carrière ou pas. C'est pas évident. Ouais. Bon, On dit que les artistes parlent d'argent et que les banquiers parlent d'art. ouais, oui, je vais retenir celle-là, elle est belle. Oui, grâce aux réseaux sociaux, tu vois des gens qui jouent de la guitare dans la rue, qui sont phénoménaux. Tu les vois jamais que sur des shorts en vidéo. C'est pas des gens qui percent, c'est dire que tu peux avoir un talent extraordinaire et c'est pas une garantie. Alors même quand tu as un talent raisonnable, que ça te permet de créer des belles choses, donc j'ai plutôt fait un choix de raison et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, utile et où je gagnerais quand même bien ma vie, vu que c'est pour ça que je fais pas le truc qui m'intéresse le plus. Et c'est un peu comme ça que je suis parti vers la médecine, où ça me demandait beaucoup plus C'est pas évident d'efforts. quand même. T'as pas pris la voie la plus Ouais. facile. Non, non, non. Et je dois dire que j'ai traîné dans mes études. Et, une fois que j'ai découvert la psy, j'ai trouvé ma voie. Donc à partir de là, c'est Ouais. devenu facile. C'est quand même Mais super pendant un intéressant. moment, Sinon, encore plus ouais. intéressant. Oui, alors pour ça, les débouchés dans ce métier-là sont multiples et c'est ça qui est gai, autant dans le côté médical,
caricaturalement, la psychiatrie, c'est une spécialité médicale qui est Ouais. calquée sur le même modèle que les autres. Mais il y a une richesse dans les symptômes à rechercher, dans les réflexions sur les diagnostics. Tu as presque autant de modèles que ce qu'il y a de thérapeutes ou d'intellectuels dans le milieu, même si maintenant c'est résumé à des bouquins qui ont été faits par des firmes pharmaceutiques pour nous aider à mieux prescrire les médicaments en fonction des avancées de la science, paraît-il. Mais non, c'est très riche, et puis tu as tous les dérivés à côté de la psychothérapie, c'est un monde. Alors en Suisse, ils aiment bien mettre tout dans des cases, donc tu as 3 grands modèles psychothérapeutiques reconnus, le modèle analytique, tout ce qui est freudien, et les autres modèles partant de la psychanalyse, tu as tout ce qui est les thérapies cognitivo-comportementales, la TCC, et il y a tout le sphère de la thérapie systémique, la thérapie de famille. C'est à ça que je me suis formé au départ. Mais à côté de ça, tu as des milliers d'autres modèles. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation sur l'analyse transactionnelle, qui est un modèle qui n'est pas proposé aux médecins en Suisse, mais qui est tout aussi efficace. Et ça peut partir aussi sur des choses assez presque ésotériques. Hein. Tu as des modèles travaillant sur les constellations familiales qui font des liens entre astronomie, astrologie Ah ouais, ça c'est et super les intéressant. Ouais, et en plus, bon, tu aides les gens à changer leur vie, donc ça, j'imagine, c'est ça c'est précieux, oui. ouais, Quand tu arrives à aider des gens, c'est quand même une ressource qui t'aide à tenir. Bon, le marché du travail est difficile. Je crois pas qu'il y ait un métier facile, mais non, 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 pas du tout. comme pour les autres, ça se complique ces derniers temps. Oui, C'est oui, oui. chargé. Et est-ce que tu as trouvé, au long de tes études et tes formations, que ce que tu faisais ou ce que tu apprenais en psychiatrie, en psychologie, t'aidait à comprendre quelque chose ou à voir quelque chose du monde ancien différemment? Euh, Indirectement, oui, parce que on se pose quand même des questions bizarres, hein, dans ce métier par rapport au reste de la société, où on est dans quelque chose de beaucoup plus pratique, pragmatique ou romantique quand on est artistique. Là, on rentre quand même dans une réflexion sur la compréhension des choses, notamment des comportements, etc. Et puis, travaillant en plus en thérapie de famille, j'ai appris à transposer de l'individu au groupe, donc de réfléchir aussi en termes de société. C'est une ouverture vers la sociologie ou l'anthropologie. Ouais. Et forcément, bah, tu as des ponts avec l'histoire, parce que des fous, entre guillemets, il y en a à toutes les époques. Et puis, ah tiens, ça, tel comportement, est-ce que ça vient d'où est-ce que ça vient, même si c'est très relatif, hein, par exemple. Tout ce qui est inceste a évolué dans le temps, et puis même si ça a été un tabou dans pratiquement toutes les sociétés à toute époque, mais comment tu peux analyser le comportement psychique des pharaons où tu as un inceste ritualisé, obligé, pour garder la Oui, divinité dans ah la oui, ça c'est famille. intéressant, ça j'y avais jamais pensé. Et puis, dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur la psyché des gens, mais ils n'ont pas non plus le même système de valeurs morales, etc. Regarde les Grecs qu'on traitait de pédérastres parce que le tuteur avait à charge aussi l'éducation sexuelle de son disciple. Nous, ça nous envoie vers plein de fantasmes à la Marque Dutroux. Après, ça restait un truc bienveillant et pas traumatisant à l'époque. Il devait y avoir des abus, certainement, mais à partir du moment où c'est pas tabou, est-ce que ça te traumatise? C'est des questions comme ça qui vont se poser, alors que si tu décris dans un tribunal un cas d'inceste ici, ça va avoir des répercussions qui ne sont pas les mêmes, parce que tu vas considérer que le gars est traumatisé.
même s'il ne s'en rend pas compte et qu'il est dans le déni. Ah ouais. Donc, Est-ce que tu penses qu'il y avait un espèce de traumatisme chez les pharaons, par exemple, ou est-ce que c'est impossible de le savoir? Je trouve que c'est très compliqué parce que la plupart des éléments qu'on a, c'est des textes officiels, Ouais. des momies et des textes rituels. Donc, ouais, c'est d'ailleurs marrant de voir comment, dans les émissions d'égyptologie qu'on voit toutes les semaines à la télé, ils te racontent une histoire cohérente. Mais tu sais, je ne vais pas trop l'attribuer aux archéologues parce que la télévision et ceux qui payent pour réaliser l'émission posent un cadre, etc. Mais tu as souvent beaucoup de mal à faire la part des choses entre ce qui est hypothétique, ce qui est non, je tombe plus sur le mot une hypothèse. Voilà, ça a dû se passer comme ça parce qu'on sait qu'on a tel élément qui date de 5 siècles auparavant, tel élément qui date d'un siècle par après, etc. Et que si lui fait grosso modo la même chose, c'est comme ça que ça va se passer. C'est pertinent. C'est sans doute la meilleure explication possible que l'on puisse donner compte tenu des éléments qu'on a. Mais c'est un des trucs que je critique dans mes conférences, c'est qu'on oublie la part de certitude du coup, c'est valable pour l'archéologie, l'égyptologie, comme pour toutes les spécialités. On sait que l'expert se trompe, mais on ne sait pas à quel point, on ne sait pas sur quel point. Donc ça laisse beaucoup de place aux hypothèses des autres, je trouve ça légitime, mais on constate que socialement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de comprendre dans les réflexions que je propose dans mes conférences. Justement, c'est intéressant cet écart, si tu veux, entre les faits et les théories. C'est très pertinent pour le sujet de l'archéologie interdite et pour ce qui nous est permis de théoriser, de penser à partir de ce qu'on voit si on est professionnel dans tout ce qui est l'égyptologie ou l'archéologie ou non. Et tu as beaucoup de réflexions super intéressantes là-dessus. Alors moi, quand je t'ai vu parler il y a 1 an et demi maintenant, chez Quentin, c'était le sur 5 mai 2024. Oui. Et oui, voilà, Belten. Et ouais, moi, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que c'était ma première fois à t'entendre parler. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, il y avait tellement d'informations d'un côté, mais aussi tellement de façons de démontrer toutes ces absurdités, ces phénomènes qui n'ont pas de sens et d'essayer de trouver un autre sens, si tu veux, une autre façon d'interpréter. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé là de te concentrer sur ce sujet de l'archéologie interdite? Alors, je reprends l'histoire de ma découverte de l'histoire. Un jour, j'étais en pleine session d'examen. C'est ce qu'on appelait en Belgique un blocus. Tu as 15 jours, 3 semaines avant les examens où tu bloques, tu avales la matière, tu la mémorises au maximum. Et c'est les garçons qui font ça. Les filles, elles étudient tout au cours de l'année, tu vois. Ouais. Oui, je confirme que j'étais bien masculin sur mon côté un peu dernière minute. Et je me faisais des sessions d'études de 15 heures, 18 heures d'affilée. Et de temps en temps, on est souvent abruti dans cette période-là. Je me rappelle que un des meilleurs moments de la journée, c'est quand je regardais l'épisode de Derrick après avoir mangé à 13h30, parce que je ne devais pas réfléchir. Les trucs les plus simples étaient délassants, tellement tu es dans un effort constant comme ça de réflexion. Et puis un soir, je fais une pause 10 minutes et je vais devant la télé et je commence à zapper. Et je suis tombé sur le film
de Graham Hancock et de Beauval. Bon, il y a eu plusieurs mixages de ce reportage, mais c'est le fameux où il parle de l'âge du Sphinx avec, comment il s'appelle, John, c'est l'hypothèse de Anthony West. Anthony West qui est décédé, paix à son âme, il y a 2 ou 3 ans d'un cancer. Avec l'érosion sur les sphinx. Il faisait le lien avec la précession des équinoxes, etc. Mes 10 minutes de pause ont duré tout le reportage. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas revoir le truc en arrière avec nos télés, qui n'étaient pas plates, pour les jeunes qui nous regardent. Au XXe siècle. Au XXe siècle. On était dans les années 90, 90 pour les Français qui regardent. Je n'avais absolument pas compris, j'avais raté le début du reportage, que c'était de l'archéologie interdite. Pour moi, ça passait sur la RTBF. Bon, conférer ce que je disais tout à l'heure, dans les années 80, 90, 90, on avait liberté d'expression sur certains sujets qu'on n'a plus maintenant. Mais j'avais vraiment en tête que c'était une émission d'archéologie académique officielle. Donc je me suis délecté de ce film-là, d'autant plus que ça me permettait de m'évader, conférer le plaisir que je pouvais prendre à regarder un épisode de Derrick dans cette période d'examen intense. Et puis pendant des années, jusqu'en 2015, chaque fois qu'il y avait une émission d'égyptologie à la télé, j'allais voir. Bon, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas autant de chaînes que maintenant, donc c'était pas toutes les semaines, c'était pas tous les mois. Donc j'ai vu les émissions avec le chercheur, j'ai oublié son nom, qui a exploré avec une machine les couloirs dits d'aération. Ganten Brink. C'est ça, dans la chambre de la reine, la chambre du roi. Évidemment, il y a eu une dizaine d'émissions sur les nouvelles découvertes de qui est la mère, qui est la grand-mère de Toutankhamon. Enfin voilà, tout est toujours centré sur, à l'époque, pratiquement sur soit Toutankhamon, soit la Grande Pyramide, mais je trouvais ça fade. Mais quand ils vont reparler des trucs, par exemple la chaussée qui part de Képhren, on nous dit que c'est parce qu'il y a le Sphinx en bas. Ben oui, mais ça pointe plein est vers le lever de soleil aux équinoxes. Et c'est jamais réabordé. Bon, après, je suis dans mes études, je passe vite à autre chose. On n'avait pas Internet, de temps en temps je tombe sur un bouquin, je le lis, mais j'avais pas conscience d'être rentré en contact avec l'archéologie alternative, et puis tout ce que je vois c'est académique. Bon, il faut dire aussi. C'est intéressant ça, parce que moi j'ai eu la même expérience et je suis sûre que beaucoup de gens ont eu cette expérience. On a regardé ces émissions, on a lu ces livres peut-être, si on s'intéressait vraiment, et on avait l'impression que c'était permis, c'était quelque chose de l'archéologie en général, juste un point de vue parmi d'autres, mais oui. C'est qu'après que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu d'histoire derrière les scènes, si tu veux. Oui, ben, j'ai découvert ça par la suite, et la prochaine claque que j'ai pris, mais vraiment une très grosse claque, c'était en 2015 quand j'ai vu la révélation des pyramides à la télévision. Enfin, j'allais dire, je suis tombé sur un documentaire qui abordait des questions qui avaient été soulevées. Bon, là, j'ai très vite compris que c'était pas quelque chose d'officiel. Je veux dire, Patrice faisait un très bon boulot de questionnement. Et j'ai commencé vraiment à réfléchir à tout ça. Déjà, je me suis fait une réflexion qui devait pas être banale. C'est que je me suis dit, mais s'ils ont raison
je te dis la phrase telle qu'elle m'est venue en tête, qui est absurde, et j'expliquerai après pourquoi. Mais si ils ont raison sur le quart de la moitié de ce qu'ils disent dans ce film, ils méritent le prix Nobel. Bon, c'est absurde parce qu'il n'y a pas de prix Nobel d'archéologie, ni même de mathématiques, parce que l'amant de la femme de Nobel était mathématicien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prix de mathématiques, le prix Nobel. Mais oui, j'avais conscience que si, donc je m'étais déjà en doute, il faut réfléchir, le quart de la moitié, ça veut dire ils peuvent se gourer sur beaucoup de choses, mais par exemple, s'ils ont raison que sur le lien entre le mètre et la coudée, c'est déjà extraordinaire, ça pose pas mal de questions. Puis tous les constats sur les pierres entre les différentes civilisations, c'est vrai que, enfin, depuis que je suis le sujet, j'ai pas une explication. J'en ai 10, j'en ai 100, il n'y en a aucune qui est certaine. Mais ça attire l'attention. Et c'est en voyant les réactions à ce film, c'est là où je dis que ma réaction n'était pas normale, c'est que les gens étaient soit dans l'adhésion totale, soit dans le rejet total. Et bon, dans les deux cas, on a tort. Un exemple bateau de bêtises que dit le film, c'est quand il raconte alors que le reste du monde vivait avec des peaux comme des chasseurs-cueilleurs, alors qu'on sait bien qu'il y avait Sumer qui s'était développé à la même période que les pyramides d'Égypte. Donc, ça m'a donné envie d'en savoir plus. À cette époque-là, il a commencé à y avoir YouTube, mais je n'avais pas pris le plus de etc. Et je reste quelqu'un de relationnel. Donc, je me suis dit... Il y a combien de temps que ce film est sorti? C'était en quelle année? Il a fuité sur Internet en 2011, je crois. Parce qu'il y avait des conflits entre le producteur, Jacques Grimaud, ce qui fait que le truc devait sortir devait sortir à la télé ou au cinéma. Ça s'est pas fait, c'est sorti en DVD direct. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur Internet et là, ça a été l'explosion. Pour ce qu'il y a de francophone, ça doit être le film qui a été le plus vu sur Internet de loin. Bon, il y a tellement de chiffres que c'est difficile de savoir lequel est le bon, mais apparemment ça fait un carton inédit. Et puis après, ça a été revendu à RMC Découverte et d'autres chaînes. Et moi, je l'ai vu à la télévision, vu qu'à l'époque, sur YouTube, je ne regardais que Kaamelott. J'avais pas encore appris qu'on pouvait trouver tout ce qu'on voulait, en fait. Et puis voilà, là je me suis dit, bon, s'ils ont raison, ils méritent un prix, mais bon, si c'est de la connerie, ils vont le savoir. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est d'organiser leur conférence pour apprendre à me rendre compte de qui j'avais en face de moi. Donc j'en ai organisé 2 pour Grimaud, et puis il y a eu le clash avec Patrice, et puis après j'ai continué à organiser jusqu'à la réalisation de BAM, comme d'autres, on était plusieurs organisateurs de conférences, chacun sur notre ville. Je faisais ça à Lausanne. Alors la plupart des gens, s'ils s'intéressent à un sujet, ils veulent en savoir plus, ils lisent le livre, ou alors ils font peut-être des recherches eux-mêmes, mais toi tu organises une conférence. Il y avait déjà la tournée de conférences qui se mettait en place pour faire la suite de la révélation des pyramides. Ouais. Et quand j'ai sur Internet proposé mon aide, ceux qui organisaient à Lausanne en ont profité pour dire « Ah, il y a quelqu'un qui s'en occupe, nous on se retire ». Donc je me suis retrouvé comme ça directement. Et l'idée, c'était de rencontrer ce Jacques Grimaud et ce Patrice Pouillard pour me faire une idée de est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est sectaire, est-ce que c'est des gens bien. Je veux dire, s'ils ont raison, que ce soit des connards ou pas, finalement, on s'en fout, mais moi, ça m'aurait quand même aidé à m'investir plus ou pas, quoi. Ce qui en est ressorti, c'est que Jacques Grimaud est très vite sorti de ma vie et Patrice est devenu un ami.
Donc, on a continué comme ça à rester en contact. Là, je viens de partir au Pérou dans un voyage qu'il organisait. J'étais aussi en Égypte avec Patrice dans un autre voyage qui sont à chaque fois organisés pour financer ces nouveaux films. Donc là, on est au Pérou. Je lui fais un peu de pub parce qu'il est en train de préparer une série qui va s'appeler Un cas Enigma. Et comme je suis resté quelques jours en plus, j'ai vu les premiers épisodes. Ne le ratez pas, ça vaut vraiment la peine. Mais je l'ai promis que j'en parlerai pas, donc je ne dirai rien de plus. Juste un petit peu de pub. Ouais. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai rencontré les autres organisateurs de conférences. Le gars qui gérait toute la tournée nous a invités chez lui et ça m'a permis de rencontrer les autres, parmi lesquels il y a Fred Malbos. Voilà, vous pouvez voir son travail sur la chaîne L'Apprentissage. Il a développé un modèle, j'ai Zodiac en tête, mais c'est pas Zodiac, le planétarium de Memphis. Ah, d'accord. Où, en situant sur le plus haut point de Gizeh un soleil théorique, il s'est dit, ah tiens, aussi les grandes pyramides représentaient les planètes. Et il se fait que par rapport à ce point théorique le plus haut, où ils sont en train de construire un parking et un hôtel maintenant, il retrouve des rapports de proportion entre les distances des pyramides à ce point, similaires à celles des planètes et du système solaire. C'est marrant. Il n'y a que la planète Mars qu'il n'a pas trouvé. Ça implique que certaines pyramides ne rentrent pas dedans, comme celle de Djedefre, si je me rappelle. Ou qu'il en manque une. Si tu me pardonnes. Et il n'a pas trouvé celle de Mars. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que sur la circonférence où devait se trouver la pyramide représentant Mars, on a le nouveau musée égyptien. Ils l'ont fait juste à cet endroit-là. C'est un fun fact comme ça. D'accord. J'ai rencontré aussi Pierre-Alexandre qui organisait, lui, Fred c'était à Lyon, Pierre-Alexandre c'était à Nantes, et j'en parle parce qu'il vient samedi prochain présenter une réflexion sur le complotisme et l'effondrement. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Pour faire un peu de pub pour samedi prochain. On pose une seconde. Oui, alors samedi prochain, donc c'est le 27 septembre. Le 20 combien? 27. Le 27, c'était bien. Alors, le 27 septembre, tu organises une conférence à Sion. J'organise pour la 3e fois une journée de conférence que j'ai appelée les journées philosophiques. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi après. C'est des journées pendant lesquelles je présente mes réflexions sur la certitude, l'incertitude, l'esprit critique, l'honnêteté intellectuelle et tous les biais qui nous empêchent de comprendre le passé potentiellement. Et les autres intervenants sont soit des chercheurs comme toi, qui viennent, d'ailleurs j'espère bientôt te recevoir pour présenter tes travaux, qui viennent présenter ce qu'ils ont découvert ou leur hypothèse. Et la 3e catégorie de personnes que j'essaye d'inviter, c'est des experts, donc des archéologues, des égyptologues, dans la possible. La première année, on a fait la visite des stèles néolithiques de Sion qui sont uniques au monde. Et l'archéologue qui nous a fait la visite est resté avec nous pendant la journée et a participé au débat après les conférences. Donc c'était hyper intéressant de le voir échanger avec Frédéric, justement, dont je vous ai présenté les grosses lignes de son travail de recherche, où on voit que c'est quelqu'un qui travaille pour la ville, tout à fait intégré dans son métier, etc., avec qui on peut avoir une discussion. Bon, on n'était pas d'accord sur tout, hein, mais on pouvait échanger, et puis c'était marrant de voir
à quelle hypothèse il pouvait réfléchir, alors que c'était quand même assez loin du cadre académique. Ouais. L'année passée, j'ai eu la chance de pouvoir faire venir Laurent Villaverde, qui est archéologue de formation et qui travaille dans l'édition. Et ça va me permettre de faire le lien avec les conférences que j'organisais pour Patrice Pouillard. Il y a Adrien Moisson, c'était lui qui organisait toute la tournée de conférences, qui nous a invités chez lui pour que tous les organisateurs se rencontrent. Il avait tout un réseau, et parmi son réseau, il y avait Laurent, qui était du côté de la côte atlantique en France. Il lui a parlé de moi, parce que j'étais psychiatre et j'ai dû faire un jour une réflexion en discutant avec les gens. Ouais, ça donne envie d'écrire, ne fût-ce que toutes les théories qui existent pour y voir un peu plus clair, parce que ça, c'est le travail formidable de Patrice Pouillard, c'est que quand on voit ses films, ses scénarios sont d'une écriture limpide. Bon, il les fait 7 ou 8 fois. Il travaille d'arrache-pied. Il faut avoir beaucoup de respect pour son travail, même si vous n'avez pas ses conclusions. Il se donne vraiment à fond. Et c'est vrai qu'il est parvenu à mettre une clarté dans un sujet qui est extrêmement embrouillé. C'est vrai que c'est pas facile de faire ça. Pendant tout un moment, on pensait que c'était Grimaud un peu la tête pensante, parce que c'est vrai que c'est lui qui amenait énormément. C'était un documentaliste en fait. Et Patrice en a fait un récit clair. En disant ça, je peux pas prendre, ça, il faut que ça soit vérifié, et puis même. Un de ses regrets par rapport à la révélation des pyramides, c'est qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu vérifier, il a fait confiance et qui étaient fausses. Enfin, Patrice est très clair et c'est un sujet extrêmement embrouillé. Une fois que je me suis plus penché là-dessus, je fais un jour cette réflexion, sans doute à Adrien, qui va en parler à Laurent un jour en disant tiens, il y a un psychiatre, etc. Il veut écrire un bouquin. C'était un gros raccourci de sa part. C'était juste dans la conversation que je disais ça. Là-dessus, Laurent me contacte et il me propose d'écrire un livre dont le thème et le titre serait L'archéologie interdite mène-t-elle à l'éveil ou au conspirationnisme? Et puis je trouvais le projet marrant parce que ça me permettait déjà de garder un pied actif dans cet univers-là, et puis ça me permettait de sortir un petit peu de mon monde professionnel. L'histoire a fait que sa maison d'édition a dû fermer. Moi, j'ai dû déménager, on s'est un petit peu perdu de vue comme ça pendant un moment. Il a changé de téléphone. Donc, j'arrivais plus à le contacter. Et puis un jour, je vais voir une conférence de Quentin Leplat, à Issoire, l'association Artefact. Vous pouvez voir, si vous ne les connaissez pas, mais je suis sûr que connaissant ton travail, je suis sûr que ton public le connaît. Vous pouvez aller voir Message de la nuit des temps, son site internet, sa chaîne. Son travail, je connaissais déjà la qualité avant d'y aller, notamment parce qu'il a continué à collaborer avec Patrice sur le film BAM. Je crois d'ailleurs c'est quand Patrice a été à Issoire que j'ai été pour la première fois moi-même là-bas, parce que j'étais tout content de revoir Patrice, de faire un peu la connaissance de Quentin, etc. Et puis arrivé là-bas, j'ai eu la chance, comme je connaissais Patrice, de me retrouver invité à table avec eux le soir. Et en discutant avec Quentin, je lui dis mais tu viendrais en Suisse pour présenter ça? Il m'a dit oui. Je dis ok, bon, on a regardé, on a fixé une date. Et puis je me suis dit je vais reprendre le travail que j'ai fait pour le livre, sur lequel j'avais quand même travaillé pendant quelques semaines. Même si j'ai rien gardé de ce que j'avais fait à l'époque, il y avait ce défi auquel il fallait répondre, et c'est comme ça que je me suis lancé dans le fait de faire des conférences et dans ce genre de thématique. Parce que j'ai beau être
être passionné, avoir voyagé avec Patrice et mes compétences. Ouais, j'ai une bonne culture générale sur l'Égypte, sur Ouais. l'égyptologie, même Ah oui. académique, parce que à force de lire, on parle d'archéologie interdite. Le bouquin que j'ai le plus lu, j'ai dû l'avoir lu une dizaine de fois, c'est celui-ci de Peter Clayton, qui reprend l'historique des pharaons. Vraiment D'accord. ce côté historique, récit, qui me passionne, ce qui est marrant, Oui. parce que j'adore Quentin, il est extrêmement philosophe, et euh, quand il parle de l'histoire, bon, on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, on sait que les gens peuvent mentir, donc il garde un certain recul par rapport à ça, alors que moi, c'est peut-être mon côté artistique, le côté, j'aime bien les belles histoires, J'a- j'adore les, les récits de pharaons. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'histoire très ancienne, Sumer, même l'ancien empire égyptien, à part les pyramides, je m'y intéressais peu avant, quand Ouais. j'étais étudiant, quand j'étais jeune adulte, parce que je voulais savoir la vérité. Euh, Lire des hypothèses ou des conneries, ça m'intéressait pas. Donc à la limite, j'étais plus intéressé, je sais pas, par Oui. l'histoire des croisades, où on avait beaucoup d'écrits, c'était recoupé. Et j'avais le fantasme naïf, mais qu'on savait les choses et que ce qu'on apprenait était vrai. Bon, j'ai un peu évolué depuis. Mais ce qui fait que tout ce qui était très ancien, pour moi, était tellement hypothétique que ça m'intéressait peu. Oui. La préhistoire, où tu as des archéologues qui vont et qui te voient un cercle comme ça de charbon, hein, et puis ils te disent bah, c'était une hutte comme ça, avec un toit comme ça, et puis il devait y avoir des, Ouais. si vous avez vrai, c'est extraordinaire, mais je ne vous croirai jamais. Mais Il tandis y a trop peu que d'éléments. ce qui nous est présenté sur l'Égypte ancienne, il y a tellement de sources écrites, il y a bien sûr des temples, des pyramides, il y a tellement de sources et tellement d'informations que c'est plus facile de se faire une image qui est peut-être correcte, on ne sait pas. Mais... Oui, mais tu as 3000 ans d'histoire et 80% de ta documentation, c'est la basse époque. Mm. Et puis, tu Ouais. as énormément de données sur le Nouvel Empire, parce qu'on a retrouvé les momies royales, des choses comme ça. Tu as beaucoup de documentation, mais quand tu regardes, c'est surtout tout en Camon, un peu Akhenaton. C'est vrai. Il y a quelques Le noms reste, qui dominent. oui. Ouais. Si tu regardes le Moyen Empire, on en a gardé beaucoup de poésie, par exemple, ou des textes littéraires, mais il y a quasiment aucun bâtiment. Et les bâtiments, je pense, il y a un très joli temple qui a été reconstruit dans l'enceinte de Karnak, un peu l'enceinte extérieure, parce qu'ils ont retrouvé le temple démonté qui est dans une cache, et puis ils l'ont rebâti juste à côté. Ah, Les archéologues modernes, mais ils ont fait ça dans les années, dans l'entre-deux-guerres, je crois, en 1930. Mais à moins qu'ils n'aient retrouvé les plans qui vont avec, je ne pourrais pas m'empêcher d'avoir des doutes sur est-ce que c'était bien cette forme-là. c'est le cas Euh, aussi en Amérique du Sud et puis aussi en Irlande, là où je suis aussi. Il y a ça s'appelle Newgrange, c'est très célèbre, mais c'est une reconstruction. Personne ne sait si c'est correct ou pas. Ça se trouve, c'est pas correct du tout. oui, il faut apprendre et c'est un truc il m'a fallu longtemps. C'est vrai que les idéaux qu'on a quand on a 20 ans et puis quand on se repose des questions à 35-40 sur des sujets auxquels on n'a plus réfléchi parce qu'on avait des certitudes, Ouais. ça permet de, heureusement, hein, qu'en vieillissant, on continue à évoluer. Et c'est ça, et l'Ancien Empire, ben, il reste les pyramides, il reste les tombes, principalement à Saqqara, un petit peu à Abydos. Ouais. Heureusement qu'on a retrouvé plein de textes au Temple solaire, à Bougourab, qui donnent pas mal de renseignements, mais ça reste quand même extrêmement parcellaire.
Donc, il a fallu longtemps avant que je m'intéresse à ça. Et c'est vrai que bravo à Patrice Pouillard dans la révélation des pyramides, avec son analyse des pierres, simplement, m'a montré qu'il y avait quand même beaucoup de choses à apprendre et à réfléchir sur ces périodes-là. Et maintenant, je m'intéresse aux très anciens, alors qu'avant, c'était Ah plutôt le oui, Moyen donc Âge ou... si on regarde les textes, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est ça, l'histoire, c'est l'histoire des textes. Et avant ça, c'est la préhistoire. Mais quand on cherche à comprendre un petit peu ce qu'on peut lire dans les pierres, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'archéologie en général, on peut Je, apprendre plein de choses. Si on regarde les je fossiles, n'en veux pas les trop aux archéologues, parce que c'est un peu des généralistes de toutes les fonctions intellectuelles de l'histoire. Mhm. Doivent pouvoir reconnaître, je sais pas, le système d'égout, le système portuaire, Ah oui. l'architecture, euh, à travers les époques, des trucs aussi distincts que les pyramides. Et encore, ça, on dit les pyramides, mais entre la première et la dernière de l'Ancien Empire, il y a 300-400 ans. Donc, déjà des choses qui évoluent et peut-être qui se perdent. On voit bien qu'à partir de la 5e dynastie, les pyramides ont commencé à les refaire soit à Abu Ghurab, soit à Saqqara, mais plus petites, dans des moins bons matériaux. Tiens, un exemple de biais supposé. Euh, on te dit, le chantier de la Grande Pyramide n'est pas si impressionnant que ça, parce qu'il y a une partie du bâtiment qui est remplie de sable. Ce n'est pas des pierres, donc ils ont gagné du temps. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce qu'il y a des pyramides qui se sont effondrées à Saqqara, plus petites, de la 5e et 6e dynastie, dans lesquelles on retrouve effectivement des espaces comblés par du sable. Mhm. Mais pour moi, c'est un argument qui est tangent. Parce qu'elles se sont peut-être effondrées, parce qu'on a arrêté de mettre complètement des pierres pour gagner du temps, et comme elles se sont effondrées, on voit, ah bah, il y a du sable dedans, donc on postule que c'est pareil à Gizeh. D'accord. Mais elles ne se sont pas effondrées, donc c'est peut-être pas la même chose. C'est vrai. C'est vrai. Et Et qu'est-ce l'autre que tu penses argument, de là, il cette vient de quand? théorie euh, Excuse-moi? Qu'est-ce que tu penses de la théorie selon laquelle les pyramides de Gizeh sont tellement anciennes qu'on n'arrive pas à se faire une idée correcte, ou alors l'emplacement des pyramides de Gizeh est le site de monuments très très anciens qui seraient vraiment bien plus anciens qu'on soupçonne. Alors, il faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que si je regarde l'archéologie, l'égyptologie classique, il y a quand même une continuité. Chronologique, si on regarde les tombes qu'il y a autour des pyramides, bah, tu commences bien à Saqqara avec Djeser. Il y a celle de Sekhemkhet qui est à moitié, enfin, le soubassement est en dessous du niveau du sol, donc je sais plus comment on la dénomme, c'est pas souterraine, mais bon, enfin, soit elle est inachevée. Celle qu'on a retrouvé le sarcophage qui était intact, et puis quand on l'a ouvert devant la presse dans les années 60, c'était vide. C'était un traumatisme pour les Égyptiens et les égyptologues. Depuis, ils font plus jamais des ouvertures en présence de la presse, si tu as remarqué. Ils donnent les résultats après. D'accord. Euh, Sur le site de Gizeh, tu vas retrouver des tombes de la 4e, 5e et 6e dynastie. Pourquoi 5e et 6e alors que Khéops, Képhren et Mykérinos c'était de la 4e? C'est parce que c'est les tombes des prêtres qui ont continué à leur rendre leur culte après la mort. Euh, alors, on peut toujours se dire qu'il y avait quelque chose de préexistant, parce que c'est vrai que les proportions, les rapports entre les distances, etc., ben, toi comme Quentin, comme Howard Crowhurst, ou à son époque, Lubitz, Schaller van Lubitz ont mis en évidence, je pense que le plan de Gizeh a été conçu au départ d'une manière commune. Très d'accord. À cause de tous les éléments que vous avez apportés. Après, est-ce que
les pyramides étaient là bien avant tout le reste. J'ai du mal à le croire parce que ça impliquerait que Djoser, il a fait à Saqqara, il a essayé de faire une pyramide pour essayer de faire comme les autres. Et puis que quand ils sont parvenus à en faire des suffisamment bien, si tu vois l'évolution jusqu'à celle de Médoune, la pyramide rouge, la pyramide rhomboïdale qui commence à avoir des faces lisses, etc. Mm. L'évolution plaide aussi que tu arrives à quelque chose de mieux comme Khéops et Képhren. Et si Khéops, Képhren et Mykérinos se sont emparés de structures qui étaient déjà préexistantes, pourquoi leurs ancêtres ne l'ont pas fait avant eux? Pourquoi ils se sont emmerdés à reproduire des choses s'ils auraient pu commencer eux-mêmes par reprendre les bâtiments? Je reste pas, Alors, pas je pense fermé en à l'idée, particulier à un mais commentaire de Flinders Petrie dans, oui. dans son livre sur Gizeh. Donc, il a tout mesuré pendant un an et demi. Je crois il a vécu là, il a tout mesuré très, très, très en détail. Et puis, une des choses qu'il dit dans ce livre, c'est un commentaire sur l'orientation des chambres internes de la première et la deuxième pyramide. Et il dit que l'orientation est égale, mais il dit que c'est pas exactement au pôle Nord. Et tout est tellement précis dans le reste des pyramides qu'il se pose une question là-dessus. Pourquoi c'est pas visé, ciblé sur le pôle Nord actuel? Et d'ailleurs, est-ce qu'avant, il y avait un autre pôle Nord un petit peu différent et que ces chambres étaient orientées à ce pôle Nord antérieur? Donc, c'est quand même... Il ne développe pas, mais bon, c'est un commentaire intriguant. Donc, c'est pour ça que je me Oui, posais la question. oui, c'est le genre de commentaire que tu vas pas entendre de la bouche d'un égyptologue, par exemple, Ah parce que ouais, ça mais lui, bon, il va passer à côté, vu que pour lui, ça n'a pas vraiment de sens. oui. Voire même c'est se tirer une balle dans le pied, parce que c'est tendre le bras à des gens qui pensent pas comme lui. Non, c'est intéressant. Comme je te dis, je reste pas fermé, mais la chronologie architecturale, les tombes, pourquoi est-ce que les premiers auraient pas récupéré les bâtiments s'ils existaient déjà, font que c'est pas mon hypothèse préférée. Mhm, mhm. Et dis-moi, est-ce que tu peux me parler de l'importance du ciel? Parce que une grande différence entre les chercheurs indépendants et les chercheurs, si tu veux, académiques, c'est l'importance placée dans les cieux, les étoiles, les planètes, comme tu disais avant. Et à la conférence de Quentin, à laquelle on était il y a un an et demi, Stéphane Meder, l'archéologue, a parlé de ça justement, l'importance des étoiles, des constellations. Et j'ai une citation ici de lui. Alors, attends si je vais la trouver. Ah oui. L'un des interdits actuels de la réflexion en archéologie sur le néolithique en Bretagne consiste à ignorer, voire à rejeter de manière prophylactique toute approche qui prendrait en compte des indicateurs d'observation ciblée du ciel comme facteur de placement, de construction et de décoration des lieux de culte et d'installation funéraire. Voilà. Donc, c'est pas seulement donc, en Égypte, mais est-ce qu'il y aurait un problème avec l'importance des étoiles, des constellations, des planètes? Est-ce que on est sur quelque chose de l'ordre de l'ego de l'institution en tant que telle? On est les experts, c'est nous qu'on dit quelle est la vérité. On n'a pas parlé d'étoiles, cette théorie des étoiles et du ciel vient d'ailleurs, donc c'est de la connerie. Et Ouais. par ego, on la rejette et on veut rien savoir, parce qu'on perd toute crédibilité. C'est ce que j'appelais dans ma première conférence le syndrome du beefsteak. Bon, déjà, c'est leur gagne-pain, on leur fait concurrence. Donc, ils nous aiment pas, et quand on n'aime pas quelqu'un, on n'a pas envie de l'écouter, on n'a pas envie de connaître ses raisons. On a juste envie qu'il arrête. Euh, il y a certainement un côté idéologique, mais je pense que l'ego joue beaucoup. Après, on peut aussi rentrer dans des considérations plus
je vais dire paranoïaque pour pas dire le mot complotiste, où il y a des initiés qui savent et qui veulent pas que les autres sachent. Il y a des loges maçonniques qui sont dans ce genre d'idée-là. Hein. Après, je ne suis pas franc-maçon. Toutes les loges ne sont pas ésotériques. Toutes les loges ne sont pas fermées à garder le savoir pour eux. Mais oui, on va retrouver toujours, que ce soit chez les maçons ou dans d'autres associations ou sectes un peu ésotériques, on peut retrouver des choses, ce genre d'idées un peu parano, qui sont peut-être pas nécessairement fausses, mais je prends... Pour que ce genre de petite société ait une influence mondiale, c'est peu probable. C'est peu probable. Peut-être dans certains écosystèmes, comme ouais, en Bretagne, pourquoi pas, pourquoi pas. D'accord, d'accord. Ouais, quand tu dis pourquoi pas, donc c'est pas une question d'avoir raison, d'avoir tort, c'est de pouvoir se poser des questions et d'essayer d'y répondre, mais c'est pas forcément Alors, ça, c'est qu'on ait vrai toujours que... raison, qu'on ait toujours tort. On a le droit de poser ces questions, par exemple sur les échanges culturels entre ceux qui ont construit les mégalithes autour du monde, les pyramides autour du monde. Quand est-ce que les humains ont commencé à utiliser les mathématiques ou tout ça? On a le droit de se poser ces questions, c'est ça, non? Oui, 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 mais on va pas être légitimé par le système de référence, le système expert qui va être défini comme étant l'archéologie, l'égyptologie, comme on dirait la science, quoi. Ouais. On voit tous les jours sur Internet, la science a dit que, donnez-moi son numéro de téléphone, j'aimerais bien lui parler, quoi. Ouais. Mais La c'est quoi la science, pseudo-science? c'est une La multitude de gens. pseudo-science. Alors, dans la conférence, j'avais dit, un consensus scientifique, ça n'existe pas. Il y a une vérité, il y a une explication, c'est la bonne ou elle n'est pas bonne. Un consensus scientifique, c'est déjà, on se met d'accord sur la meilleure explication que la science peut nous donner, qui préserve nos croyances. On se met d'accord là-dessus. Et tout le monde n'est pas d'accord. Donc, c'est une affaire de croyance. la science n'offre aucune certitude. La science n'offre jamais que la meilleure explication possible en attendant qu'on trouve une meilleure explication. Oui. Au bout d'un D'ailleurs, il y a une moment, on appelle ça expression une de Laplace, loi. non, comment il s'appelle? Non, pas Laplace, Bailly, qui dit la science chemine en détruisant. J'aime bien ça. Aussi, oui. Ouais. On peut le comprendre de différentes manières. Si tu dissèques, forcément, tu détruis celui que tu dissèques. Mais aussi, en termes de je fais des hypothèses, Ouais. je les démonte, je suis obligé d'en faire une autre, etc. Donc, pour avancer, tu dois détruire ce que tu as déjà construit. Ouais. Donc, il y a une part de dogmatisme, il y a une part d'ego ou de biais humain, et peut-être une part politique dans certains cas. Un cas clairement, un cas clair, la localisation d'Alésia. Il y a plusieurs endroits possibles. Tu vois ce que c'est, Alésia? Oui. C'est là où Vercingétorix a été vaincu, c'était la ville dans laquelle il s'était retranché. Les Romains ont fait des barricades autour, ils les ont laissés crever de faim jusqu'à ce que Vercingétorix se rende pour qu'on laisse partir son peuple. Je me demande s'ils ont quand même pas tout le monde, massacré tout le monde. Avant de l'étrangler 2 ou 3 ans plus tard pour après le triomphe de César. L'endroit où c'est officiellement reconnu est le moins probable des 2 ou 3 endroits où on pense que c'est. Mais il y a un politicien derrière et il a fait en sorte que ce soit reconnu là, parce que comme ça fait des rentrées pour sa région. Et voilà, c'est un exemple d'influence politique vraisemblable. J'ai un confrère qui est passionné par la question, qui viendra, je l'espère, présenter le sujet à une des prochaines journées de conférence. On pourra se faire une meilleure idée. Donc je le crois sur parole quand il me dit que la localisation actuelle n'est pas la bonne.
Ok, super intéressant alors. Et alors, quand on parle du monde antique, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à la conclusion que la civilisation avait commencé avant les anciens Grecs ou Égyptiens? Ou alors, Ah, est-ce que tout ça encore, c'est des rêves? je crois que on sait tellement peu de choses que beaucoup d'hypothèses sont permises. J'ai tendance à penser que toutes les civilisations qu'on connaît très anciennes étaient par définition plus avancées que ce qu'on pense. Parce qu'on n'a jamais retrouvé que leur tombes, des poteries, etc. Et c'est extrêmement difficile de voir leurs connaissances. Par exemple, s'ils les exprimaient déjà dans l'architecture, il n'y a plus rien. Bon, on pense que c'était des huttes, c'était sans doute pas le cas, mais euh, on voit quand même que la découverte de Göbekli Tepe, bon, c'est connu depuis les années 50, mais comme au-dessus, il y avait des tombes qui dataient du Moyen-Âge, il a fallu 60 ans avant que quelqu'un pense à creuser plus bas et qu'on découvre ce que c'est, mais c'était un chamboulement pour l'histoire. On n'en a jamais mesuré, parce qu'on n'entendait pas parler de ça au journal parlé, ou très peu, mais complètement changé le paradigme de ce qu'on pensait, où c'était d'abord l'homme est devenu sédentaire, et puis après se sont construits les croyances, les cultes des morts, etc. Enfin, les cultes des morts, ça existe depuis bien avant, mais ça s'est développé. On a retrouvé des trucs beaucoup plus religieux. En fait, avec Göbekli Tepe, on s'est rendu compte que non. Ils étaient censés être chasseurs-cueilleurs encore pendant plusieurs milliers d'années, et puis ils te font des structures avec des mégalithes et des animaux qui sont taillés magnifiques encore maintenant sur ces structures. Ça a complètement chamboulé. Donc oui, on a déjà pris de notre vivant 6000 ans pour reculer une civilisation. Selon comment on définit une civilisation. N'étant pas archéologue, je ne connais pas leurs critères. J'imagine que c'est comme chez nous, ils ont tout un tableau de symptômes à identifier pour pouvoir dire, voilà, c'est une civilisation ou pas, ou subdiviser les civilisations en fonction de différents critères qui soient présents ou pas. Donc, indéniablement, la civilisation est beaucoup plus vieille que ce qu'on pense, ça j'en suis persuadé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils connaissaient le nombre pi? Est-ce qu'ils avaient conscience de la précession des équinoxes? Là, le travail de Stéphane, le travail de ceux qui l'ont précédé, je ne l'ai pas pris ici le bouquin. Le Moulin d'Hamlet, où ils expliquent également comment, à travers les mythes, les contes, ils arrivent ils sont convaincus que on connaît la précession des équinoxes depuis des temps immémoriaux et que les mythes ne font jamais que de manière travestie continuer à expliquer cette connaissance. Pour revenir sur les cieux, pour moi, astronomie et astrologie, au départ, c'est la même chose. Logie, c'est le logos, c'est le discours, c'est ce que racontent les étoiles. Et si bien que le mythe d'Osiris qui traverse la nuit les enfers, suivi par sa femme Isis, la magicienne, etc., ça ne fait jamais que nous raconter le parcours dans le ciel de la constellation du chien, de Cyrus et Osiris. Est-ce que c'est la constellation d'Orion, je crois, si je ne me trompe pas. Donc oui, on sait que déjà à l'époque de l'Ancien Empire, il y avait des constatations astronomiques qui passaient à travers les mythes, etc. Mais on ne va chercher dans leurs connaissances que ce qu'on leur prête. Et un cycle comme la précession des équinoxes qui dure 25 920 ans selon Platon, on n'est pas quelques dizaines d'années de plus ou de moins.
pour se rendre compte des variations des repères, il faut partager des observations pendant des générations et des générations. Mhm. Il faut 70 ans pour qu'il y ait 1 degré de décalage sur le Oui. positionnement le jour de l'équinoxe d'une étoile par rapport. Donc c'est presque inconcevable que nos ancêtres aient pu le constater. Et pourtant, on retrouve des données comme ça dans énormément de monuments, de mythes, et tout se recoupe. Et je trouve que la démonstration de Stéphane avec les cupules sur les dolmens qui représentent en fait une constellation d'étoiles qui pointe vers le nord astronomique à une époque où, comme vous le savez, il y a 4 étoiles polaires et selon où on est dans le cycle, il y a une des 4 étoiles qui est l'étoile polaire de l'époque à laquelle on vit. Ou Mais l'espace en étoile, ouais. oui, ça fait 4 étoiles. Si on avait 12, à la limite, ça aurait été plus simple. Mais non, il n'y en a que 4. Donc, Ouais. il y a quand même des grosses périodes, on va dire environ la moitié du cycle, où il n'y a pas d'étoile polaire. À chaque fois, on est au milieu entre deux. Ben ouais, ça fait la moitié du cycle. Et c'est ce que met en évidence Stéphane. Mhm. J'ai pris sur Stéphane ou Stéphane, j'espère qu'il ne me voudra pas si j'écorche son prénom. Parce que Stéphane est allemand, c'est peut-être pour ça qu'on dit Stéphane. Et, et ce qui est génial, c'est qu'il te montre que ces constellations, ces cupules, bah, si on fait des études genre carbone 14, on arrive à dater le site avec l'époque où ils ont fait le dolmen, Oui. ça correspond aux étoiles à cette époque-là. Puis il va regarder un autre truc qui est vieux de 1000 ans ou 2000 ans de plus ou de moins. Ce ne sera pas les mêmes cupules, ce ne sera pas la même constellation, mais ça correspondra avec la carte du ciel à l'époque où ça a été. Donc, oui, je crois. Je, je crois qu'il est extrêmement probable que la connaissance de la précession des équinoxes remonte à des milliers d'années dans la race humaine ou ce qui a précédé. Je veux dire, c'est 400 000 ans est apparu l'Homo sapiens sapiens ou au moins 40 Au 000 ans. minimum, je crois, oui. Ça doit être 400 000, je crois. Même si Donc, on oui, commence à ils ont eu le retarder. temps quand même de s'intéresser aux cieux, aux étoiles. Mais j'ai une autre citation pour toi. C'est une citation de John Anthony West. Et il parle de l'Égypte ancienne. Il dit: chaque aspect de la connaissance égyptienne semble avoir été complète depuis le début. Les sciences, les techniques artistiques et architecturales et le système hiéroglyphique ne montrent pratiquement aucun signe d'une période de développement. En effet, bon nombre des réalisations des premières dynasties ne furent jamais dépassées, ni même égalées plus tard. C'est étonnant. Ce fait est facilement admis par les égyptologues orthodoxes, mais l'ampleur du mystère qu'il pose est habilement sous-estimée, alors que ses nombreuses implications ne sont pas mentionnées. Alors oui, ces implications, c'est ce qui est intéressant. On peut faire des constats comme ça, mais les implications il faut les développer. Et c'est pas seulement une question d'informations, de faits, mais c'est comment interpréter ce qu'on trouve. Alors pourquoi est-ce que il y a tellement d'ampleur pour les chercheurs indépendants et pourquoi est-ce que il y a plus, pourquoi le dogme est tellement difficile à percer dans l'esprit académique, dans les universités? Bon, déjà, c'est très hiérarchique. Je vais prendre l'exemple. Comment est-ce qu'il s'appelait? Tu vas peut-être m'aider. L'égyptologue en chef au fin 19e, juste avant celui qui a découvert le texte des pyramides. C'est avec un nom italien, si je me rappelle bien. C'était un immense égyptologue. Il a contribué comme pionnier à la défense et à la reconnaissance de cette culture. C'était le grand Manitou jusqu'à son décès.
Et il ne voulait pas qu'on aille fouiller les pyramides parce qu'on n'a jamais trouvé de texte dans les pyramides et ça ne servait à rien d'aller chercher des trucs dans les pyramides, etc. Du coup, il laisse à l'histoire un peu injustement l'impression d'être comme le producteur qui a refusé de signer les Beatles parce que les groupes à guitare allaient disparaître. Et quand dès qu'il est mort, son successeur a eu les coudées libres et il a pu aller fouiller les pyramides comme il voulait. Et il a trouvé les textes à partir de la 5e et la 6e dynastie. Alors on peut le comprendre comme il y a un gars qui dirige tout, il a un budget, il doit choisir où on met les sous. Il dit les pyramides, j'y crois pas, je mets ailleurs. Comme un producteur va dire les Beatles, j'y crois pas, je préfère signer Chantal Goya. Voilà, c'est un choix. Puis elle a vendu des disques, hein, Chantal Goya. Donc, mais tu es limité par le chef. Le chef, il pense que si tu vas contre le chef, tu risques ta place. Donc, tu te tais jusqu'à ce que tu puisses développer tes idées. C'est souvent quand le gars, il prend sa retraite. Et quand lui, il prend sa retraite, toi, tu as 5-10 ans de moins, tes idées, le gars qui a 20 ans, il en a d'autres, c'est pas les mêmes, il va devoir attendre son tour et bouffer toute sa frustration pendant toute sa carrière, comme les gars avant lui. Et puis comme c'est une pyramide, il n'y en a qu'un qui arrive au-dessus, hein, il y en a combien qui se barrent parce qu'ils sont dégoûtés par ce genre de système inhérent au fait qu'il y ait une institution. C'est très bien d'avoir des institutions, ça nous a permis de faire énormément de progrès, des transferts de connaissances, d'être plus ordonné, mais à côté de ça, tu restes quand même dépendant à certaines lignées idéologiques, philosophiques, dogmatiques, intellectuelles, qui font que tu vas dans une direction parce que tu ne veux pas aller dans deux en même temps. Donc il y a énormément de biais là-dedans et se rajoute à cela toutes les frustrations. Et, tu vas faire une carrière universitaire, il y a un gars qui va te vendre un bouquin, c'est les aliens qui ont fait les pyramides, et il va en vendre 1000 ou 10 000 fois plus que toi. Je peux comprendre que les gens aient la haine. Oui, de l'antipathie, ou même de la colère, oui. Ou de la colère, alors, oui. D'un côté, donc il y a le côté, c'est les dogmes, les opinions bien établies, c'est une question d'autorité, de pouvoir. Mais d'un autre côté, c'est aussi quand nos croyances sont remises en question, il y a un côté désagréable. Peut-être que si c'est ça, un inconfort mental. Tout à fait. Alors ça, c'est quand ça sent le soufre. On va parler de certains sujets. Dans ma première conférence, je prenais l'exemple, l'homme a-t-il marché sur la Lune ou pas? Moi, je ne sais pas, j'ai pas été sur la Lune. J'ai pas parlé à Neil Armstrong, et puis même s'il m'avait parlé, il aurait pu me mentir. Donc je dis, en essayant d'expliquer la différence d'une certitude et d'une incertitude, je ne sais pas si on était sur la Lune, je ne sais même pas si c'est possible. Par contre, c'est un sujet qui s'en souffre. Parce que si tu remets ça en question officiellement, à voix haute, tu vas avoir des emmerdes, tu vas être classé quelque part. Pourtant, avec toute l'honnêteté intellectuelle que j'ai, mes connaissances ne me permettent pas d'être certain. Je prends évidemment un exemple qui est à dessein provocateur. On est obligé de faire des hypothèses. Est-ce que c'est crédible ou pas? Oui, pourquoi? J'ai un copain, il est matheux, ingénieur. Pour lui, c'est impossible de tromper les 300 000 ingénieurs qui ont travaillé sur les fusées parce que c'est des gens, c'est leur passion, et ils vont regarder tous les résultats sur le truc, ils vont analyser, et si c'est faux, ils le sauront. Pour lui, c'est sa justification. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais comme c'est beaucoup secret, etc., les informations sont cloisonnées, calfeutrées, toi tu travailles sur une pièce d'un moteur, un autre sur une autre, etc. Et puis finalement, tu as les résultats quand tu les vois à la télé. Voilà. Qui a raison dans ces deux-là? J'en ai aucune idée. Mais on voit qu'on peut développer des arguments intellectuels pour se dire, je pense que avec les éléments en ma possession, il est plus probable qu'ils y ont été ou ils n'y ont pas été.
Ah ouais. C'est intéressant parce que d'ailleurs, moi, j'avais jamais questionné du tout cette histoire jusqu'à ce que ma fille rentre du lycée un jour, il y a longtemps, et elle m'a dit, on a regardé un film qui nous a montré que les hommes sont jamais allés à la Lune, c'était tout un mensonge. Ils nous ont montré, il y a pas de vent sur la Lune, donc on n'a pas pu. Enfin, quand ils ont montré un mouvement, c'était impossible. Et elle avait plein de preuves comme ça. Et moi, je suis restée, mais ah bon, j'avais jamais entendu parler de ça. C'était il y a assez longtemps. Et ce qui m'a amusé, c'était que c'était son école qui lui a montré. Donc, c'est une école, c'est un lycée assez conventionnel, même strict. Mais c'est intéressant que ces idées sont recyclées et c'est à travers ce lycée qu'elle a appris ces idées. Bon, moi, bref, je n'étais pas totalement convaincue. Moi, j'aimais bien l'idée qu'ils étaient allés sur la Lune. Moi, je voulais pas m'en laisser. Bon. Mais donc, bon, j'acceptais mal ces arguments, mais je trouvais ça intéressant que c'était le lycée qui lui ait montré ses idées et qu'elle a réfléchi là-dessus, quoi. Donc, c'est le concept d'origine des vérités, quoi. Les vérités acceptées au sein d'une société. Un jour, une année, c'est telle vérité, et puis un petit peu plus tard, ça change complètement. Oui, bon, il y a l'évolution des idées, il y a l'histoire est écrite par les vainqueurs. Oui. Je t'ai préparé le dernier bouquin que je suis en train de lire, Aristote au Mont-Saint-Michel. Il est introuvable, hein, je l'ai payé très cher Qu'est-ce sur que c'est? Internet. Aristote au Mont-Saint-Michel. D'accord. Ben, c'est un bouquin qui est politiquement incorrect parce qu'il te démontre que, contrairement, c'est surtout la gauche qui a repris ces idées-là, à ce qu'on croit, l'islam a très peu joué dans notre redécouverte de la philosophie grecque, de Platon, d'Aristote, de la médecine, qui a permis de rentrer dans la Renaissance et d'approcher vers la science. Parce qu'il t'explique en fait que, un, il y a un amalgame entre arabe et islam, et effectivement, les Arabes avaient de grands savants, l'islam pratiquement pas. Donc déjà, il y a cet amalgame-là, et en plus, les Arabes, l'arabe est une langue qui ne permet pas la science. C'est une langue de bédouins, de guerriers, J'ai jamais entendu ça. C'est la langue qui nous donne l'arithmétique, l'alcool, la chimie. c'est les Syriaques, donc des chrétiens, qui ont traduit en syriaque, depuis le syriaque qui est proche de l'arabe, le grec, et qui l'ont transmis aux arabes et par extension un petit peu à l'islam. Et dans le livre, il t'explique comment tu avais quand même des traductions et on n'a jamais perdu complètement pied avec le savoir grec. On a perdu beaucoup de choses, mais il y a eu une perpétuelle à travers toute l'Europe recherche de ces textes grecs bien avant qu'on ne les récupère de Tolède et qu'on traduise de l'arabe vers le latin pour redécouvrir des textes grecs. Donc, tu vois, tu as toute une mythologie qui va servir à un courant politique pour expliquer que les Occidentaux, c'est des nuls. En fait, et ce qui est marrant, c'est que c'est repris par la gauche maintenant. Mais cette idée-là vient d'une Allemande qui était une amie personnelle d'Himmler et qui était dans un délire idéologique qui a un petit peu avec le nazisme, de dire mais l'Europe n'existe pas. Donc, sous-entendu, nous les Ariens, on peut tout conquérir, il n'y a pas de culture, etc. Alors, ça, c'est très intéressant, ce lien avec la partant de politique. ça, Ouais. elle a écrit un bouquin qui est utilisé maintenant par les penseurs de gauche pour justifier qu'il n'y a pas de culture européenne et qu'on doit tout à l'islam. Alors que c'est faux. Déjà, ça vient des Arabes et les Arabes ont tout pris à des chrétiens. Elle s'appelle... Ne me croyez pas hein, quand je dis des choses comme ça, allez lire vous-même. Ça me fait penser à Indiana Jones aussi, tous ces films
les nazis s'intéressaient énormément à Oui, ces mythes, à l'archéologie. Donc ça, c'est le alors thème ça, principal de ce c'est film. ben, les ennemis d'Indiana Jones, c'est l'Ahnenerbe, qui était une branche effectivement reliée au régime nazi, qui avait pour but de trouver toutes les pièces archéologiques qui rentraient dans l'idéologie nazie avec les mythologies nordiques. Ouais. Je crois que ils avaient été effectivement recherchés. Bon, il y avait quelques ésotéristes aux alentours d'Hitler qui prêtaient beaucoup d'importance à ce genre de choses. Je crois qu'Hitler lui-même, si ça allait dans son récit et que ça renforçait son pouvoir, ça lui allait. Il n'était pas spécialement, pour ce que j'en sais, je ne suis pas un spécialiste, loin s'en faut, de ça. Mais effectivement, la nanerbe existait et puis ils ont fait des recherches avant la Deuxième Guerre mondiale, donc avant qu'il soit interdit dans certains pays, vu qu'il n'y avait pas de guerre. Ouais, ouais. Donc ces liens entre l'archéologie et la politique, bon, c'est pas seulement avec les nazis, bien sûr, mais bon, à travers ces films d'Indiana Jones, on voit très clairement que qu'il y a des liens très intéressants. Mhm. Comme je le dis, j'en parlais juste avant, je le donne, c'est Sigrid Hunke, D'accord, Hunke, qui était l'ami d'Himmler et qui a écrit Le Soleil d'Allah. d'accord, 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 très intéressant. Mais alors ta conférence samedi, ça va, ça va parler de quoi? Alors, dans mes conférences, j'aborde énormément de thèmes, les différents biais qui vont faire, comme j'expliquais, les biais institutionnels qui vont faire que il va y avoir un renforcement de certaines convictions des spécialistes, les archéologues ici, pour s'opposer à ceux qui veulent regarder l'astronomie dans les sites. Ouais. En fait, j'analyse les biais, les erreurs potentielles dans. Attends, j'avais noté une belle phrase là, pour résumer tout ça. Euh, J'analyse la population en la divisant en trois sous-catégories. D'accord. Les experts, les amateurs, ceux qui aiment, et les indifférents, ceux qui s'en foutent. Les indifférents, c'est très intéressant parce que comme ils ne s'intéressent pas au sujet, leur discours va refléter en général l'idéologie sociale, etc., les lieux communs, Ouais. derrière lesquels ils vont se cacher en disant, bon voilà, c'est comme ça, tu m'emmerdes pas. Euh, euh, Libre à eux, il faut s'intéresser à un sujet que s'il nous intéresse, sinon on va être dénigrant. Il faut respecter les gens qui ne s'y intéressent pas. Mais par contre, leur avis, quand on va les chercher, est intéressant justement pour ces lieux communs qu'ils peuvent mettre en évidence. Et puis, les deux autres populations, les amateurs, ceux qui aiment, ceux qui veulent démontrer, quels sont les biais qui vont faire qu'ils peuvent partir sur une fausse voie. Et pareil pour les experts. Puis je m'amuse à faire des comparatifs, parce que je ne veux pas mettre les archéologues ou les égyptologues à dos, avec les médecins. C'est des experts dans un autre domaine qui sont confrontés à des biais similaires. Et ce que j'essaye de faire, là où je pense où mon travail a quand même quelque chose d'intéressant, c'est de montrer à tout le monde à quel point nos certitudes n'en sont pas. Mhm. Et ça peut nous aider à prendre du recul et écouter l'autre. Parce que plus on sait des choses, plus on sait qu'on n'en sait pas, plus on devient humble, plus on est humble, plus on est ouvert à pouvoir partager. Et mon but un peu égoïste, c'est que plus les gens discutent entre eux, plus on apprendra des choses et plus j'en apprendrai avant de mourir. C'est qui est le but. Ouais. Ça me fait penser à Platon. Alors, je sais que je ne sais rien, mais aussi ça me fait penser aux mathématiques et à la logique parce que, en Mm. fait, il n'y a que dans ce domaine-là qu'on peut vraiment avoir des preuves. Et en fait, il n'y a pas vraiment de preuves au-delà des maths et de la logique. Il y a des théories. Oui, oui, c'est Socrate qui disait, d'ailleurs,
c'est un petit peu la conclusion de ma première conférence. Je pars sur une analyse de tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais. Bah, si je sais pas tout, l'autre, il sait des choses sans doute que je ne sais pas, donc il faut l'écouter. Si tout ce que je sais, c'est que je sais rien, lui, il sait pas tout non plus, donc il faut pas le croire. Il faut l'écouter, mais pas le croire. Puis ensuite, il faut faire son propre avis. Ok, il m'a donné ces données-là, j'avais ces données-là avant, où j'en suis aujourd'hui. Et puis, comme je sais que je sais pas encore tout, il faut être prêt à laisser son avis évoluer. Voilà, c'est la Et si on est, voilà, si on est dans cet état d'esprit-là, ça permet d'avoir des bonnes, d'ouvrir les possibilités de rencontre et de dialogue avec l'autre. Et une autre chose aussi importante, je trouve, c'est que on est dans une société fragile qui se désagrège, et je trouve que les institutions se renforcent de plus en plus. On voit depuis les années 80 maintenant comment il y a des idées qu'on ne peut plus exprimer, par exemple, pour rester sur notre sujet. Et je ne suis pas pour la révolution, même si on part dans la direction, parce qu'une révolution, c'est on distribue les cartes et on recommence avec un bain de sang entre les deux. Et je crois qu'au contraire, si la civilisation veut évoluer, il faut arriver à sortir de ce cycle de décadence, révolution, on recommence. Oui. C'est OK. Donc, et je crois que ça passe par pouvoir justement rétablir un dialogue et une confiance entre les structures de référence, l'égyptologie, l'archéologie ou la médecine, et les gens qui sont concernés ou intéressés ou amateurs. Si on prend... Oui, parce que sinon, un jour, qu'est-ce qui va se passer? On va brûler les archéologues et les médecins, puis on va en mettre d'autres à la place, qui feront un truc différent pour dire qu'on fait différent, et puis ça va repartir vers un autre cycle où, passer une certaine croissance des idées, on sera confronté aux limites, on ne voudra pas lâcher le pouvoir, et ça va se dégrader jusqu'à ce qu'on se fasse renverser, ça va tourner. Donc, non seulement pour la compréhension du passé, mais je crois qu'en termes d'évolution anthropologique, ça me semble une piste pour éviter de repartir pour un cycle. Ouais. Et puis, si ça ne fonctionne pas, bon, on aura rencontré des gens intéressants. J'ai une bonne raison aussi. Tu as parlé de dissidents dogmatiques. Donc, est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à ce dogmatisme? Vraiment? Ou est-ce que c'est... Enfin, tu nous as présenté une version de l'histoire un petit peu absurde, pourrait-on dire. Est-ce qu'il y a un moyen d'arriver autrement à un monde différent? Je sais pas. L'histoire nous dit que les choses se répètent souvent. Les civilisations, à l'image de l'homme, naissent, grandissent, se dégradent et meurent. Pourtant, il y a toujours des gens. Ça veut dire que les gens survivent à ces civilisations qui évoluent vers autre chose. Donc, il y a une idéologie dominante qui nous permet de faire société de toute manière. Et celle-ci est confrontée à ses limites parce que le réel est plus complexe qu'une théorie ou qu'une idéologie. Donc, il y a un moment où il y a trop d'incohérence entre le réel et la théorie sur laquelle on vit, puis le système finit par péter parce que tout repose sur la confiance. La monnaie, c'est une question de confiance. Oui. Si j'ai pas confiance en la justice, si j'ai pas confiance dans le fait qu'il y aura à manger au magasin, on part sur l'anarchie. Parce que je vais me battre pour mes gamins, seul contre tous, et tout le monde va faire pareil, parce qu'il n'y aura plus de confiance. Et notre société, elle est basée sur des notions qui commencent à être sacrément éprouvées. Le scientisme, croire que la science apporte des vérités, c'est du scientisme.
Il y a Oui, plein de alors tu choses. nous as parlé de. Je me rappelle la conférence à laquelle j'étais, moi, il y a un an et demi. Tu nous as présenté des clips d'une archéologue qui parlait de la méthode scientifique qu'utilisaient les archéologues et que elle présentait ça comme si c'était une bonne chose. Mais en fait, c'est pas du tout scientifique, c'est ce que tu me disais, c'est pas scientifique, c'est une humanité, quoi. C'est pas, on n'a pas besoin de science en archéologie. Bon, je dis pas pour les méthodes, il y a des méthodes bien sûr qui sont scientifiques, mais pour la réflexion, pour les théories, il n'y a Non, pas forcément besoin de science. je la reprenais. Je la reprenais dans le fait où elle disait croyez-nous, on est les scientifiques, on sait. Oui, Je disais, mais voilà, non, c'est mais ça. t'es pas scientifique, tu es euh, historienne de l'art. Je veux dire, tu vas C'est pas une utiliser mauvaise des chose. objets tu vas utiliser, je sais pas, du carbone 14 ou plein de technologies que la science a Ouais, développées. Oui, d'accord, mais ouais, t'es autant scientifique que moi je suis ingénieur, parce que ingénieur automobile, parce que j'ai mon permis de conduire. Je sais conduire la voiture, mais je suis pas ingénieur automobile. Toi, tu sais utiliser le carbone 14, mais t'es jamais qu'une historienne de l'art, ce qui est très respectable. oui. Mais ce que je dénonçais, c'est que elle se posait presque comme une figure prophétique au nom de la science qu'elle ne représente pas. Non, non, oui, c'est une dame qui a fait des études, c'est une dame de savoir, qui est très respectable, elle sait des choses, il faut l'écouter. Mais quand elle me dit qu'elle est scientifique, je lui dis, Fifi, non. Non, non, là, faudrait grandir un peu. C'est vrai, c'est frustrant parce que y a plein de gens qui pensent pas comme toi, tu penses que c'est de la connerie et qu'il faut dénoncer ça, etc. Mais dans sa vidéo, elle traite de pseudo-archéologues tous les gens qui mettent des. Il y a cet amalgame hein, où on associe tous ceux qui n'ont pas les mêmes idées sur le même pied d'égalité, ce qui fait que quand tu vas en Égypte, tu vas poser des questions sur le poids des pierres qu'on doit pour bâtir le temple de Mykérinos, avec des pierres de plusieurs dizaines de tonnes, et puis on va te répondre ah, croyez pas que c'est les extraterrestres. Mais, je ne te parle pas d'extraterrestres. Ouais. Je, lors d'un même voyage en Égypte, 3 fois, je vais discuter avec des égyptologues qui étaient sur site, et puis il m'a pas fallu 2 minutes pour qu'ils me parlent d'extraterrestres pour me dire que c'était pas ça. Mais c'était pas ma question. Simplement, mes questions étaient tellement techniques que il devait y mettre un terme. Et c'était plus facile, même inconsciemment, pour eux, de me reléguer par amalgame mes questions. Ah non, mais ça, c'est ceux qui croisent extraterrestres qui posent ce genre de questions. Donc, sous-entendu, fermez votre gueule, monsieur. Ouais. Bon, qui est un gars un petit peu rustre, comme ça, qui te parle. Des cons, il y en a dans toutes les professions, c'est pas grave. Mais que 3 quasiment le même jour me sortent le même genre de rhétorique, on voit ils sont mal à l'aise avec les questions extérieures, parce qu'on n'a pas cette légitimité d'avoir un diplôme, et de toute façon, même si tu as le diplôme, tu vas passer pour un original si tu poses des questions qui font chier. Oui. Euh, et tu vas être ostracisé. C'est ce qui arrive avec Platon quand il a parlé de l'Atlantide, enfin, pour les modernes. Non, il avait raison sur tout, sauf sur ça. C'est ce qui arrive à Einstein quand il a préfacé le livre d'Abgood sur le basculement de l'écorce terrestre. Oh non, mais vous comprenez, devenez vieux. Je ne vais pas décrire le professeur Raoult et tout ce qu'il s'est mangé, alors que c'est le number one. Voilà. Quelle que soit la légitimité qu'on ait, si notre discours ne va pas dans ce qu'on attend, on va être discrédité parce que c'est plus facile de s'attaquer au messager plutôt que de digérer une information qui va nous obliger à redéfinir le contexte du monde. Surtout si ça remet en question toute la hiérarchie des savoirs, le titre des experts, et que c'est confortable quand tu ne sais pas de dire le docteur il sait, l'égyptologue il sait, l'archéologue il sait, l'historien il sait. Oui, mais Mais c'est voilà. normal, c'est normal. C'est leur profession, c'est leur domaine qu'ils protègent jalousement. Quand même, on a de la chance de pouvoir avoir cette conversation. Cette conférence que tu organises et d'autres organisées par toi, par tes confrères.
quand même, on a beaucoup de chance de pouvoir avoir accès à ces données, de pouvoir lire ces livres, de réfléchir pour nous-mêmes un petit peu et d'avoir une opinion, même si c'est pas la bonne. Tu sais, je pensais à ça l'autre jour, on a quand même de la chance parce que personne ne nous a coupé la tête, personne ne nous a brûlé. Donc, j'espère qu'on va survivre cet épisode. Mais bon, tu as parlé d'Atlantide, tu as un avis là-dessus? Ça dépend ce qu'on appelle l'Atlantide. Si c'est au sens de Platon, l'histoire est assez précise. Ça reprend tout le cycle de la précession des équinoxes déjà. C'est la première fois qu'on en parle, la grande année. C'est les prêtres égyptiens qui expliquent vous êtes des enfants, vous les Grecs, parce que vous avez perdu la mémoire. Vous avez oublié cette guerre contre l'Atlantide, parce qu'après, il y a eu un déluge. Les déluges sont cycliques, conférer le cycle de précession des équinoxes. Du coup, si ça se base sur quelque chose de réel, oui, je suis pas contre l'idée que les Égyptiens aient vu un peuple qui, avec leurs annales, ils se rendent compte que ils ont oublié leur passé. Enfin, si t'as pas l'écriture et des choses comme ça, c'est logique aussi. Avec une civilisation qui te regarde de l'extérieur et qui sont assez stables. À cause de tout ce qu'on sait, la localisation géographique, être entouré par le désert, etc. Ils avaient des facteurs pour être stables. Ils étaient plus souvent déstabilisés de l'intérieur que de l'extérieur, les Égyptiens. Et quand c'était de l'extérieur, ça arrivait toujours du même côté. Je pense qu'il y a des civilisations qui ont disparu, mais à quel point l'Atlantide est-elle mythologique ou pas, c'est difficile de savoir. Quand je m'intéresse au sujet, ça va de Santorin à l'Antarctique, les localisations possibles. Et le dernier truc que j'ai lu sur le sujet... J'ai un livre là-dessus pour la théorie antarctique, pardon. Est-ce que tu as lu celui-là? Attends. Non. C'est en anglais. Oui, ça c'est pour la théorie que c'était en Antarctique. Ouais, bon, bref. C'est vrai que si tu regardes les images satellites, pour autant qu'elles soient vraies, etc., tu retrouves une structure qui a l'air gelée, qui ressemble pyramide. À la description de Platon. Si je me rappelle bien, c'est Atlantis, c'était sur une espèce d'île artificielle circulaire, entourée de canaux, etc. Ils ont retrouvé effectivement une structure similaire là-dessus. Alors maintenant, le dernier truc que j'ai lu, c'est un gars qui a été voir entre l'Espagne et c'est le Maroc qui est en face, en sous-marin. Je crois que j'ai vu celui-là aussi. C'est près de Gibraltar ou en Andalousie, oui. C'est exactement là où Platon décrit le truc entre les colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, c'est effectivement le continent. Je crois qu'il dit au-delà des colonnes d'Hercule, donc c'est un petit peu trop près. C'est pas une île aussi. Et puis c'est pas submergé. Après, c'est des détails, mais ouais. T'as aussi l'hypothèse où c'est au Maroc, justement, où maintenant ça s'est ensablé, mais il y avait une structure qui, avant, il y avait un fleuve qui tournait autour, et en fait, l'Atlantide se en plein dans le désert marocain. J'espère qu'on la découvrira de mon vivant. J'ai un ami qui a découvert quelque chose au fin fond de l'océan, près des Azores. C'est à côté de l'île San-Miguel. Non, pas loin de là. Tu sais, les Azores, ouais. Et donc, il a trouvé quelque chose, il a trouvé une structure, et puis il l'a placé, il s'appelle Matt. Et il a une chaîne YouTube. Ouais, c'est intéressant. Écoute, c'est intéressant. Toutes les hypothèses sont bonnes à prendre, et puis c'est aussi la stimulation intellectuelle, se dire mais pourquoi ça pourrait être vrai, pourquoi ça pourrait être faux. Non, c'est sympa d'y penser, voilà, et puis pourquoi pas. On n'est pas forcé de fermer la conversation d'emblée comme ça. Exactement. C'est important d'avoir la conversation, voilà, et puis de communiquer. C'est sans doute ce que je vais développer pour ma prochaine conférence, cette pensée arborescente,
où chaque branche est une hypothèse. Et en fonction de ce qu'on apprend, bah, les branches, elles grossissent, elles rétrécissent, mais il ne faut pas couper les branches parce que Ah ouais. on est très vite surpris. Le nombre de théories qui reviennent avec des éléments de pertinence, et puis ça va être contredit avec des éléments de pertinence. Ouais, il faut du temps, il faut du recul, c'est passionnant, mais il faut arriver aussi à pas prendre pour argent comptant, il faut laisser retomber les émotions pour avoir les choses claires. Ouais, C'est bien une sûr. passion d'une vie, hein. Oui. Sinon, tu Ouais. lis un bouquin, tu te dis qu'il est vrai, et puis tu as une vérité, tu passes à autre chose. C'est un choix aussi, mais Ouais. je fais celui de l'honnêteté intellectuelle, donc je creuse, je continue à creuser. C'est une bonne chose. Bah, continue à creuser. Et puis bon, bah, je te souhaite bonne chance pour samedi. Ça va être super, je crois. Donc tu as 4 conférenciers, c'est ça? Conférences en tout, samedi? Alors, cette année, on en a 5. On en a 5. 5. Oui, je crois que je vais arrêter à 5 parce qu'après, j'aurai plus assez de temps sur une journée. Non, 5 pour une journée, je crois que ça suffit. La première année, il y en avait 3 plus la visite. L'année passée, on avait 4 conférences. Et puis, D'accord. cette année, on en a 5. Donc, moi, je poursuis mes divagations philosophiques. Après moi, j'ai le plaisir de recevoir Hervé de la chaîne Monde Mystérieux, Mhm. avec qui j'ai eu l'occasion de voyager en Égypte. Et Hervé a vécu beaucoup au Mexique. Ah ouais, Et il voulait faire une conférence sur des sites archéologiques méconnus là-bas. d'accord. Donc, j'ai bondi sur l'occasion. Ouais. Outre que ça me donne l'occasion de le revoir, bah, comme ça, il pourra nous présenter des sites dont on n'a jamais entendu Ah, parler. super, ça c'est super, parce qu'il y a tellement de sites qui sont super connus, et puis après, il y en a tellement d'autres qu'on n'en entend jamais parler. Ouais, ouais, je me réjouis en tout cas de voir son travail. Ici, au mois de juin, je me suis rendu compte à quel point le Pérou est déjà riche en archéologie, mais il y en a partout. Il continue à vivre avec les murs du passé, à Cusco par exemple, c'est extraordinaire. Donc le Mexique, ça doit être aussi quelque chose. Ouais. La troisième conférence, ce sera Guillaume Sabatier qui est passé chez Quentin également. Oui, Je lui ai demandé de refaire la conférence sur le château des Alimès, où il reprend bah, le quadrivium et un petit peu tout le genre de travail que Quentin ou toi vous faites sur les orientations, l'architecture, les mesures, les étalons, etc. mhm. Il va nous parler du fait que pour lui, on a ramené des croisades, cette philosophie architecturale qui va se retrouver dans l'architecture du château qu'il étudie, Ouais. alors que les châteaux plus vieux de la région n'ont pas ces caractéristiques. C'est marrant parce que euh, le livre Aristote au Mont-Saint-Michel a tendance à minimiser l'apport des connaissances que nous ont ramené les croisades, vu qu'on les aurait eues déjà Ah oui, ailleurs. parce Mais que les ça Templiers, va tout pas. ça, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Il y a aussi énormément de mystères et de fantasmes ou pas sur tout ce qu'ont apporté les Templiers. Donc, à voir. Ensuite, la quatrième conférence, ce sera Pierre-Alexandre, dont je parlais tout à l'heure, qui, lui va proposer un essai sur le complotisme et l'effondrement des civilisations. Est-ce que le complotisme est un symptôme de l'effondrement d'une civilisation? Lui, il aborde un complotisme plus politique que moi. Moi, D'accord. je vais définir le complotisme et voir quel est le mécanisme inconscient, ce que j'appelle le réflexe complosophiste. Et lui, il va plutôt, enfin, j'ai pas vu sa conférence, hein, il va peut-être dépasser le cadre que j'explique là, mais analyser comment on va utiliser l'accusation de complotiste pour empêcher des questionnements et
vu que si un État ou un système de référence a peur de laisser parler sa population, c'est qu'on est effectivement dans une phase de déclin. Il est trop fragile que pour pouvoir être critiqué. Il faudrait que quelqu'un explique ça, par exemple, en ce moment de l'autre côté des Antilles. Oh, je crois qu'il faut, même en Europe, il y a du travail, il y a du travail de formation à faire. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Parfois, je me dis que c'est peut-être pas les racailles qu'il faudrait nettoyer au Karcher, comme disait Sarkozy. Voilà. Et puis on termine par une conférence de Quentin qui, cette fois-ci, va nous parler de la géométrie sacrée chez les Amérindiens. Super. Alors, l'Amérique du Sud encore. Plus l'Amérique du Nord, je crois, Ah, Amérindien, d'accord. c'est au niveau des USA et du Canada. Ah, Euh, Enfin voilà, si j'ai bien compris le titre de sa conférence, mais je suis sûr qu'il va nous surprendre comme à chaque fois. ah oui, comme toujours. Ça va être super. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup et merci d'avoir organisé cette conférence. Et donc, il reste des places, tu disais? Alors, il reste, bon, il y a encore moyen de mettre une dizaine de personnes dans la Je mettrai salle. Donc, la description en bas. voilà, si vous êtes à Sion ou dans la région, envoyez-moi un mail. Il est sur, l'adresse mail est sur le flyers que tu vas partager. Oui, exactement. Écoute, merci beaucoup Jean-Pascal, c'était super intéressant, super agréable de parler avec toi et de savoir un peu plus sur tes recherches et tout ce que tu vas faire dans le futur. Donc, merci beaucoup, un grand merci. Et Mais c'est moi qui te puis, j'espère qu'on remercie. pourra reparler un de ces jours. Ah, mais quand tu veux, déjà, ça m'a fait énormément plaisir de te revoir, même si c'est en visio, d'échanger avec toi. Et puis, on fait des journées philosophiques 2 fois par an à partir de maintenant. Le D'accord? dernier samedi de septembre et le dernier samedi de mars. Donc, j'aurai l'occasion de refaire de la pub Oui, si tu veux, et ce sera avec très grand plaisir. super. Super, super. Bah, bonne chance avec tout ça. C'est un super projet de faire ces journées et de partager le travail d'autres chercheurs indépendants. Donc, bravo et merci beaucoup. Merci Jean-Pascal et à bientôt. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir.